Aujourd'hui, sur le stand de la ville CAC Office de Tourisme, un sujet traité, un sujet important, qui traite notamment du territoire de jeunesse et de formation, éducation et enseignement. Alors vous pouvez le voir, un programme très chargé à la journée. On va tenter d'en faire le tour, aussi complet soit-il. Justement, en termes d'éducation et d'enseignement supérieur, nous avons rendez-vous avec Karine Bonne, qui est vice-présidente de la cité d'agglomération, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci Karine. Alors, je pose la question parce que souvent on la pose sur Châlons. Est-ce que Châlons est une ville étudiante? Oui, Châlons est une ville étudiante, c'est une ville universitaire avec une composante qui est l'URCA, présente à Châlons, l'université Reims-Champagne-Ardenne, avec 2159 étudiants sur le total 2013-2014, avec un objectif d'ici 2020, mais je crois qu'on en reparlera, de 3000 étudiants avec le projet Campus 3000. Avec des formations post-bac d'enseignement supérieur et universitaire qui vont du bac plus 2 au bac plus 8, au doctorat. Est-ce qu'on peut savoir en quelques mots ce que Châlons met en place pour atteindre un objectif appelé Campus 3000 ? Alors, pour atteindre cet objectif, il y a le campus de site, le projet campus de site, d'avoir un campus universitaire qui réunit l'IUT et l'ESP, ex-IUFM, avec une possibilité d'autres acteurs potentiels comme l'IFSI par exemple, qui pourraient se greffer également, avec une mutualisation de certains moyens, une bibliothèque universitaire, une maison des langues, ce genre de choses. Donc il y a un réaménagement prévu de certains bâtiments de l'IUT et surtout une extension qui permet de créer un vrai campus avec l'ENSAM pas très loin, la résidence Le Faubourg, où on trouve des chambres crous pas très loin non plus. Donc voilà, c'est d'avoir vraiment tout un secteur, un vrai campus universitaire. Après, ce que la ville et l'agglomération mettent aussi en place, avec l'URCA notamment, ce sont de nouvelles formations, de nouvelles filières et de nouveaux diplômes. Et des projets, également de nouvelles filières. Aujourd'hui, sur l'agglomération, on trouve plusieurs types de filières qui correspondent aux besoins du territoire, qui sont tout ce qui est technologie, industrie, technologie, sociale, santé, les arts, avec le CNAC notamment. Ça, ce sont vraiment les trois grands pôles, mais on trouve aussi tout ce qui est gestion, commercialisation. Merci Karine. Justement, on parlait du CNAC. Nous, on va aller voir le directeur du CNAC. Merci. Merci. Avant de rejoindre le directeur du CNAC, je vous propose de vous arrêter sur un site internet qui s'appelle étudieratchalon.com et qui regroupe l'ensemble des formations supérieures dans les différents domaines de formation existants sur la région chalonnaise. Également, pensez à prendre contact avec la maison de l'étudiant qui sera là, qui est là d'ailleurs, pour vous donner l'ensemble des informations en tant qu'étudiant. Nous vous parlions du CNAC et nous avons rendez-vous avec Monsieur Fazoli qui est le directeur du CNAC et Monsieur Kaufmann qui est un architecte. Monsieur Fazoli, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots le sens même du CNAC ? Alors, le Centre national des arts du cirque est par définition même un centre national avec des missions qui vont bien au-delà de la formation supérieure, puisque nous avons des services qui ne sont pas annexes mais des services à part entière, comme le centre de ressources recherche et la formation tout au long de la vie, qui jusqu'à ce jour était un peu mise en bémol et en exergue par manque de place. À peu près combien d'étudiants aujourd'hui à ce jour là, au CNAC ? Donc nous avons, c'est une formation diplômante européenne, c'est un niveau bachelor européen en articulation avec l'université d'Amiens. Nous avons trois promotions d'une vingtaine d'étudiants, entre 15 et 20 étudiants. Donc à peu près une soixantaine d'étudiants au total. Oui, absolument. Et avec l'année d'insertion professionnelle, effectivement, à l'issue de cette formation de 3 ans. Qu'est-ce qui explique ce besoin d'extension des locaux ? La nécessité surtout de développer la formation tout au long de la vie, à savoir un service à la profession à l'échelle nationale, voire européenne, sur l'axe de la formation de formateurs,
la formation continue à l'adresse de nos artistes et la formation aussi, on est en train de mettre en place un diplôme d'État artiste enseignant dans les disciplines circassiennes. Avec les services qui vont à côté, c'est-à-dire les validations d'acquis d'expérience et les validations d'acquis antérieurs. Donc tout ça demande à la fois des formations et des passages de diplômes. Monsieur Kaufmann, vous êtes chargé du dossier architectural. Est-ce que c'est un dossier compliqué, différent ? Oui, différent, évidemment. On ne fait pas très souvent des bâtiments pour des gens qui font du trapèze, pour des gens qui font du mât. On ne fait pas des volumes aussi importants pour pouvoir évoluer vraiment dans les 3 dimensions. Donc oui, c'est pas très courant. C'est évidemment un plaisir assez fou de travailler là-dessus. Oui, c'est hors du commun, il n'y a pas de doute. Pas de difficultés particulières ? Non, ce ne sont pas des difficultés. Il faut simplement essayer de comprendre comment ils veulent évoluer, puis leur donner cette espèce de liberté. C'est tout. C'est pas une difficulté, ça c'est un petit peu d'écoute, voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes en présence de Sylvie Thomas, qui est directrice de Canopée Marne, si je ne me trompe pas. C'est ça, tout à fait. Alors il me semble que d'ici peu, il va y avoir un salon qui va être mis en place. En quoi consiste-t-il ? Ce salon, qui s'appelle Salon des ressources éducatives, aura lieu le 15 octobre au pôle Dunant Éducation à Châlons, et il présentera des ressources éducatives en direction de toute la communauté éducative, c'est-à-dire les enseignants, les animateurs des centres sociaux, les médiateurs sociaux, les intervenants du périscolaire et même les parents, aussi, et surtout aussi les parents. Ce qui veut dire que le grand public pourra y accéder. Le grand public pourra y accéder et de plus, c'est une entrée gratuite. Et nous aurons le plaisir de vous accueillir toute la journée du 15 octobre de 9h à 17h. C'est parfait. Merci beaucoup. On retrouve Alan sur le stand de la ville qui va nous parler des contes numériques. En quoi ça consiste, Alan ? Alors les contes numériques, c'est une adaptation des contes que les adultes ont connus dans leur enfance en format livre, avec les technologies actuelles, donc liées à l'image, aux cultures de l'Internet, etc. Tout ce qui est lié donc aux nouvelles technologies. Ce sont des contes que l'on trouve où ? Alors c'est des applications disponibles sur tablette, des applications gratuites. Vous pouvez également les trouver sur Internet, sur des réseaux sociaux comme YouTube, tout ce qui concerne l'hébergement de vidéos. Merci Alan. Je vous en prie, merci. Nous sommes avec Madame Belair, déléguée à l'éducation. Madame Belair, comment s'est passée la mise en place des réformes scolaires sur Châlons ? Alors sur Châlons, on a pris le temps de la réflexion. Je dirais que cette réforme, on l'a mis dans la... Si on avait des qualificatifs pour la mise en place de cette réforme, c'est concertation, transparence, communication. Concertation parce qu'on se rend bien compte que la réforme des rythmes scolaires, c'est complexe. Ça modifie les organisations de tous les acteurs, que ce soit les familles, le corps enseignant. C'est un coût pour la municipalité. Elle suscite beaucoup de controverses, vous regardez dans les médias. Donc l'idée, c'était de la mettre sereinement en place avec les principaux acteurs concernés. Donc on a fait beaucoup, depuis 2013, je dirais qu'on la prépare depuis 2013, ça fait pratiquement 18 mois. On a élaboré on a fait appel à des groupes de travail qui ont réuni les différents acteurs, que ce soit les parents d'élèves, les directeurs d'école, les inspecteurs de l'éducation nationale, de la municipalité. On a réfléchi ensemble pour déjà d'une part arrêter les horaires, puisque la réforme elle met en place 24 heures d'enseignement sur 9 demi-semaines. Donc ça rajoute, ça fait des journées, des amplitudes horaires plus courtes, mais un nombre de jours de scolarité dans l'année plus important, on passe de 144 à 180. Globalement, la concertation, alors j'en ai parlé, la transparence, tous nos comptes rendus, toutes nos enquêtes, vous pouvez les consulter sur le site internet. Et on a beaucoup aussi communiqué avec les parents d'élèves, par des courriers individuels, par le site internet, par des flyers dans les écoles, par l'Union, par des articles dans le Fil du Monde. On a beaucoup communiqué. Et donc au jour d'aujourd'hui, la réforme, les horaires qui ont été retenus, c'est le mercredi 9h midi et on termine globalement toutes les écoles, elles terminent la classe à 16h. Et ça c'était globalement, il y a eu la rentrée mardi, globalement ça s'est bien passé. Et puis on n'a pas mis en otage les parents, c'est-à-dire qu'il y a des municipalités qui ont choisi 15h30.
15h30, quand une famille travaille, ça désorganise davantage. Hein. Donc là, 16h, on a pratiquement les mêmes effectifs inscrits en périscolaire en 2014 qu'en 2013. Donc on a laissé plus de choix aux familles. Donc je suis assez contente de ça. Et je me dis, si les effectifs augmentent, c'est parce que l'enfant aura un intérêt, il sera intéressé par l'activité qui est proposée dans sa classe. Finalement, qu'est-ce qui a été mis en place en termes d'activités extrascolaires? En termes d'activités, on a offert il y a beaucoup d'activités. Ça passe des activités sportives, éducatives, l'aide aux devoirs. Elles sont toutes encadrées par du personnel qualifié. Et je veux dire, elles respectent le choix des parents. C'est-à-dire qu'on avait demandé aux parents, on leur avait envoyé un courrier, ils avaient 3 choix, un premier choix, deuxième choix, troisième choix. Au jour d'aujourd'hui, 82% des parents ont leur premier choix, enfin pour leurs enfants, et 12% pour le deuxième choix. Donc ça aussi, je suis contente. Donc je pense que, très honnêtement, je pense que cette réforme, elle a été bien orchestrée. Voilà. Très bien, merci. On parlait justement de territoire de jeunesse. Il paraît que les voyages forment la jeunesse. Alors justement, en parlant de voyage, on est avec Guéraud qui fait un voyage un peu particulier. Oui, je suis parti avant-hier, le 2 septembre depuis Paris, et je vais arriver le 4 octobre dans ma ville natale de Svilengrad, au fin fond de la Bulgarie. Et la particularité de ce projet, c'est de jouer le spectacle tout le long de ce trajet. Donc il y aura trentaine de stops sur 3000 km. Tous les jours, je vais voyager à vélo. Ma valise elle sera accompagnée, elle sera dans la voiture, mais moi je serai à vélo. Et arriver donc à Svilengrad le 4 octobre. Un spectacle de quoi? C'est un spectacle qui s'appelle Monologue avec valise, et comme donc le titre le veut, c'est un spectacle sur le voyage. Effectivement, c'est un spectacle sur la migration, sur les racines, sur ce qu'on laisse derrière, ce qu'on prend avec soi, et sur tous nos souvenirs et nos futures envies. On rappelle le nombre de kilomètres? Exactement 2890. Un dernier mot en langue natale? Na dober čas, Chalon, en Champagne. Tukaj je Svilengrad. En traduction? Bonne route, Chalon en Champagne, ici c'est Svilengrad. Parfait. Merci Guéraud. Au plaisir. Jeunesse et formation, 2 mots qui comptent pour la ville de Châlons-en-Champagne.